Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on va revenir sur une réaction assez triste d'Eugénie Bastier qui s'oppose aux cours, à l'éducation, à la sexualité, au consentement à l'école, mais sans le dire directement en fait, parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont bien compris que ces cours-là ont une fonction qui avait été définie par la première Civise, à savoir permettre à des enfants, à des adolescents, à des adolescentes, de pouvoir avoir les mots pour pouvoir décrire d'éventuelles violences intrafamiliales que ces personnes-là subissent. Le danger numéro un pour les mineurs, c'est la famille. C'est au sein de la famille que la majorité des actes d'agression sexuelle, d'inceste, de viol sont commis. Et donc, on ne peut pas laisser la charge de l'éducation à la sexualité aux familles, par crainte que dans les familles justement où il y a de la violence qui soit reproduite, ces personnes-là ne fassent pas ce travail-là, bien évidemment, pour empêcher leurs propres enfants d'avoir les mots pour pouvoir le décrire. Et donc, pour s'opposer à ça, Eugénie Bastier ne dit pas non à l'Evras en général, mais au genre. Non à la théorie du genre, comme elle l'appelle. La théorie du genre, pour rappel, c'est une expression qui est utilisée pour décrédibiliser les travaux des gender studies. On ne parle pas de théorie du genre, on parle de gender studies. Je parlais de théorie du genre quand je produisais, je m'en excuse encore, des contenus transphobes. Je regrette encore d'avoir produit des trucs comme ça, je m'en excuse et je m'en excuserai toujours. Et donc, comment elle fait du coup pour s'opposer à ça? Vous allez voir qu'elle raconte pas mal de bêtises. L'idéologie du genre, ça veut rien dire. C'est pas seulement mettre en avant le caractère culturel de la différence des sexes. Alors en fait, les gender studies ne travaillent pas que sur le caractère culturel de la différence des sexes. Les gender studies se posent des questions. Qu'est-ce que c'est un homme et une femme? Comment on comprend ce que c'est qu'un homme et une femme? Et vous allez voir que ça n'est pas qu'une question de sémantique. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, y compris Eugénie Bastier, conçoit un homme et une femme avec des notions de genre, avec des notions de sexe aussi, bien évidemment, avec des notions phénotypiques. Mais si on peut tout à fait, je ne sais pas, proposer des définitions qui sont des définitions incomplètes mais à peu près correctes en utilisant le sexe pour définir ce que c'est qu'un homme et une femme, on a toujours besoin du genre. Si je vous demandais de donner 10 adjectifs qualificatifs qui, d'après vous, caractérisent un homme ou une femme, eh ben, en fait, il y a des chances que vous m'en donniez 2-3 qui soient relatifs au sexe. Je sais pas, grand pour les hommes sont effectivement légèrement plus grands que les femmes en moyenne. La masse musculaire est développée différemment, il y a un tout petit peu plus de masse musculaire chez l'homme, donc vous pourriez dire musclé pour les hommes. Et après, si vous dites, je sais pas, violent pour les hommes, bah ça c'est du genre. Si vous dites douce pour les femmes, c'est du genre également. Là, on conçoit également ce que sont les hommes et les femmes par des questions de genre, pas des questions de stéréotypes. Et quand les gender studies ont compris ça, les gender studies se sont dit, mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que hommes et femmes, dans nos têtes, c'est un mélange de conception biologique et de conception sociale. Et donc, quand les gens disent je suis un homme ou je suis une femme, on ne peut pas savoir ce qu'ils entendent nécessairement par là. Ils peuvent tout à fait dire je suis un homme parce ils vivent dans le corps d'un homme, ils se considèrent comme un homme, ils se sont jamais considérés autrement que comme un homme, ils se sont jamais même posé la question. Mais pour des personnes qui seraient dans un inconfort de genre, les gens se disent en fait peut-être qu'ils vont utiliser des concepts du genre pour pouvoir dire ah oui mais en fait je comprends mon mal-être. En fait mon mal-être il est là parce que en fait moi, je ne me considère pas comme un homme ou comme une femme. Je me considère soit comme l'un, soit comme l'autre, soit comme non-binaire, soit comme ce que vous voulez. Donc c'est ça qu'ont permis les gender studies. C'est pas simplement de mettre en avant le caractère culturel de la différence des sexes. Et puis les gender studies ont permis également d'expliquer comment la domination masculine s'est mise en place. Elle s'est mise en place non pas parce que biologiquement les hommes sont supérieurs aux femmes, bien évidemment que non. Elle s'est mise en place parce qu'on a mis dans le genre des notions qui permettaient de justifier la domination structurelle des hommes sur les femmes. Elle dit c'est dissocier le sexe biologique du genre. Mais ça c'est vrai, mais c'est une bonne chose. Le sexe biologique et le genre, c'est pas la même chose. Ce que signifie le terme identité de genre présent 17 fois dans la dernière version du projet d'éducation sexuelle, on va revenir là-dessus parce que c'est faux. Ça n'apparaît pas 17 fois. L'identité de genre, c'est l'idée qu'un homme ou une femme est un ressenti, un sentiment intérieur plutôt qu'un fait biologique. Non, c'est pas du tout l'un plutôt que l'autre. C'est simplement dire, on peut pas dire à un individu, homme, ça doit être ça, et vous devez considérer que homme, ça veut dire ça. Non, homme et femme, ça va chercher dans des considérations qui sont différentes que les considérations purement biologiques. Et donc les personnes ont le droit d'utiliser ces concepts qui sont des concepts étudiés en sciences sociales, ce sont des domaines d'études des sciences, n'en déplaise à Eugénie Bastier, pour pouvoir expliquer aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir ces concepts qui sont par définition des concepts relativement flous. Et donc que les enfants puissent naître dans le mauvais corps. C'est ce qui pousse le planning familial à parler d'hommes enceints. À ceux qui minimisent sa portée, je conseille de lire le rapport britannique sur la transidentité des mineurs, publié en 2022 après le scandale des cliniques de genre au Royaume-Uni. Alors le scandale de la clinique Tavistock, pour être exact, pas des cliniques de genre, d'une clinique. Ils y apprendraient que les discours sur l'identité de genre ont eu des effets bien concrets. L'explosion des cas de transidentité chez les mineurs. Alors ce qui est très intéressant, c'est que sur cet article de génétique que j'invite à aller lire, Transition de genre chez les mineurs, un rapport appel à la prudence, c'est exactement ce que dit le rapport. Le rapport appelle à la prudence. D'accord, vous pourrez lire cet article qui résume très très bien
Le rapport n'explique pas que l'existence de ces travaux sur le genre provoque des explosions de cas de transidentité, pas du tout. Ils disent simplement, soyez prudents, il peut y avoir des moments où la compréhension qu'on peut avoir de, je sais pas, une personne qui aurait l'impression de ne pas être née dans le bon corps, ça peut avoir d'autres causes, des causes psychologiques parfois. C'est une conception psychologisante du genre qui est une conception qui est, je pense, à fuir. Je pense qu'elle n'est pas bonne. Je pense que dans génétique, là, il y a vraiment une erreur qui lorgne du côté de la transphobie. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne dit pas ce que Eugénie Bastier prétend qu'elle dit. Alors, Eugénie Bastier revient sur cette notion-là. Donc, par exemple, Patrick Cohen sur France Inter avait fait une petite émission assez courte qui est intéressante. Enfin, une émission, c'est un truc qui dure 3 minutes. Ah ben, un édito, voilà. Éducation à la sexualité et influence woke, panique chez les ultra-conservateurs. Et Eugénie Bastier répond, impeccable Patrick Cohen, elle est très ironique, si vigilant sur les fake news, il n'a pas lu le rapport sur l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'elle en sait? Parce que dans cette émission, il ne dit pas qu'il ne l'a pas lu. Sinon, il saurait que le terme identité de genre, qui ne signifie rien d'autre qu'on peut naître dans le mauvais corps, alors maintenant vous savez qu'identité de genre ne veut absolument pas juste dire on peut naître dans le mauvais corps, il est présent 17 fois, on va revenir là-dessus, je ne sais pas si ça vaut une panique, mais ça n'a rien de neutre et d'objectif. Et donc voilà, vous voyez, du coup il faudrait jeter à la poubelle l'éducation à la sexualité et au consentement à l'école parce qu'ils osent parler de genre. Et en fait on se retrouve avec exactement les mêmes arguments quand il y avait eu des personnes qui s'étaient dit peut-être qu'à l'école il faut commencer à parler des orientations sexuelles, expliquer que ce sont des choses normales, que ça ne mérite simplement d'être accepté, d'être accueilli normalement, et que les gens ont dit mais ça va rendre les enfants et les ados gays. Si, il y a plus de transition aujourd'hui, c'est parce que c'est socialement plus facile, plus accepté, et puis parce qu'il y a des moyens pour permettre de transitionner aujourd'hui. Et donc, moi j'ai trouvé 2 rapports récents, un 2021, un 2024, donc je suppose qu'il s'agit de celui de 2024. Ce qui est sûr, c'est que le rapport de 2021 sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire ne cite pas une seule fois le terme d'identité de genre dans la totalité de son rapport, qui fait quand même 53 pages. Donc il n'y a pas une seule fois le terme identité qui apparaît nulle part, qui apparaît où que ce soit. Voilà, identité, là je fais la recherche, vous ne le voyez pas parce que j'ai pas zoomé, mais vous pourrez faire la recherche vous-même, vous ne trouverez rien. Il y a quelques notions sur le genre, il n'y a rien sur l'identité de genre à proprement parler ici. Il parle d'égalité entre les sexes et entre les genres, ça ne parle pas d'identité de genre. Si on fait ce travail sur le rapport qui, je suppose, est le rapport dont elle parle, mais elle ne le cite pas, qui est celui du Conseil économique, social et environnemental, éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. C'est celui de septembre 2024, c'est le plus récent. Je pense que c'est celui dont elle parle. Je vous le recommande grandement, je vous recommande sa lecture, il est très facile à trouver. Je vous mettrai tout ça dans les liens de l'épisode, vous pourrez aller le lire par vous-même. Ça rappelle un petit peu donc la nécessité justement d'aller parler de ça à l'école. Et il se trouve que quand on cherche identité de genre et qu'on fait entrer, on retrouve 9 résultats. Alors, 9 résultats, c'est quand même 9 résultats. C'est effectivement un certain nombre, mais on va remettre ça dans le contexte dans un instant. Mais c'est pas 17, donc je ne comprends pas très bien. Et en plus de ça, c'est souvent name-droppé. Vous voyez là, par exemple, il y a écrit l'Evras s'inscrit dans une politique de santé publique et de lutte contre les violences et les discriminations sexuelles. Apparemment, ça, c'est pas bien, parce qu'il y a mot genre derrière. Elle vise à promouvoir l'estime de soi, le respect d'autrui, l'égalité entre les individus, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre. Où est-ce qu'ils disent vous êtes né dans le mauvais corps, là ? Et donc voilà, si on va chercher tous les résultats identité de genre, on trouve que des choses comme ça en fait. C'est un peu name-droppé comme ça. C'est un peu name-droppé, bref. Là, ils disent les relations entre les pairs peuvent recouvrir différentes réalités. Un père peut être une personne du même âge, d'un contexte social similaire, de la même orientation sexuelle ou encore d'une identité de genre similaire. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En quoi ça va entraîner les enfants à transitionner? Je ne comprends pas. Et on peut aller voir les 9 occurrences, c'est exactement la même chose. L'Evars s'inscrit dans une politique de santé publique et de lutte contre les discriminations et les violences sexuelles. Elle vise à promouvoir l'estime de soi, le respect d'autrui, c'est les mêmes phrases, l'égalité entre les individus, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre. Mais où est le problème, Eugénie? C'est quoi le problème avec ça? D'apprendre aux enfants à être tolérants? L'éducation à la vie affective vise à ouvrir des espaces de parole et de réflexion autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la relation aux autres, à ses émotions et sentiments, mais aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des élèves qui se posent des questions sur leur identité de genre, l'Evras estime qu'il faut répondre à ces questions-là et leur expliquer ce que c'est que le genre. Où est le problème? En quoi ça va forcer les gens? Je ne sais pas, transitionner, j'en sais rien. Dans la suite de la jurisprudence de la Cour suprême ayant révoqué l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit à l'IVG, ont récemment adopté des législations interdisant par exemple tout contenu traitant de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc encore une fois, identité de genre n'est pas 17 fois là et n'est pas là pour inciter les gens à changer de genre. Donc c'est elle qui l'a pas lu. Mais ce que je veux dire, c'est elle qui l'a pas lu, le rapport de l'éducation. Alors 2 possibilités. La première est la moins pire, elle l'a pas lu. Et c'est pas grave, aucun problème. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, moi je veux pas faire la morale aux gens qui lisent pas ce dont ils parlent, aucun problème. Ça me désole, mais peu importe. Deuxième possibilité, elle l'a lu.
Et elle prétend qu'à l'intérieur, il y aurait du coup un forcing pour pousser les jeunes à changer de genre. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est du mensonge. Et si c'est ça, moi, je trouve que c'est plus grave. Dans ma morale, je sais que Cro-Blanc n'aime pas la morale, mais dans ma morale, mentir, c'est encore plus grave que juste avoir parlé un peu trop vite. Donc voilà, moi, je suis navré de lire un truc comme ça. Je suis absolument navré. Vous retrouverez ces documents dans la description de la vidéo, donc allez les lire par vous-même. Vous verrez que je ne vous mens pas. Et j'aimerais vraiment bien que ces paniques morales, elles finissent par cesser une bonne fois pour toutes, parce que ça devient absolument ridicule. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me retrouver sur la chaîne Les Dossiers du Foyer, c'est là-dessus que je partage les vidéos qui sont à mon intérêt, à mon sens, à mon avis, pardon, les plus intéressantes, les plus fouillées, sur lesquelles je fais le plus de travail d'écriture, d'efforts, de montage. C'est là-dessus que j'aimerais travailler à terme. En attendant, écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.